Merci beaucoup Mona, je suis très heureuse de participer à cet atelier. Merci aussi au CFEF et au professeur Guibaud qui m'a aidé pour cette présentation. Donc je suis radiopédiatre à Lyon et dans un service qui fait à la fois de l'imagerie pédiatrique et de l'imagerie fétale, et on a l'occasion de travailler en binôme avec l'équipe de gynécologie obstétricienne. C'est toujours très agréable. Je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Alors ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un petit temps de théorie. On passera peut-être rapidement pour avoir le maximum de temps sur des cas cliniques et puis pour que vous puissiez, pour qu'on puisse regarder des images ensemble, voir comment on réfléchit et si vous avez des questions. Donc nous aborderons, donc vous avez compris, les infections materno-fétales, c'est notre thème, et sur par le focus de l'imagerie anténatale. Nous parlerons aussi des corrélations postnatales, mais je n'aborderai pas tout ce qui est démarche diagnostique, aspect biologique et conduite à tenir thérapeutique. Bon, rapidement, voilà, les micro-organismes traversent la barrière placentaire, ça vous savez tout ça. On va surtout parler d'atteinte fétale virale ou parasitaire ici. Et donc, dans quel cas on va être amené à être face à une imagerie dans le cadre d'infection materno-fétale? Alors, il y a deux scénarios possibles. Le premier, c'est un syndrome infectieux de la mère. Auquel cas il va y avoir un diagnostic de fait, une surveillance en imagerie, et là on va rechercher des signes, des points d'appel d'atteinte fétale. On va les voir ensemble rapidement. Et on peut sinon à l'inverse avoir une anomalie à l'échographie de dépistage qui va pouvoir faire évoquer une étiologie infectieuse et lancer le bilan. Voilà, ça peut être les deux portes d'entrée. Les outils qu'on va utiliser en imagerie pour les infections materno-fétales et leur exploration, c'est essentiellement l'échographie et l'IRM. Alors, c'est pour ça que, au vu de ces deux scénarios, j'ai orienté mon plan là pour la partie théorie en 2 points. Tout d'abord, nous verrons quels sont les points d'appel en imagerie anténatale qui doivent faire évoquer une infection materno-fétale. Et ensuite, nous verrons quelles anomalies rechercher en imagerie anténatale en fonction de l'agent infectieux. Donc, nous passerons un peu plus de temps sur le cytomégalovirus avec les dernières données toutes récentes. Alors, quels sont les points d'appel en imagerie anténatale qui doivent faire évoquer une infection materno-fétale? On va commencer par les atteintes de l'encéphale. Donc, tout d'abord, on peut avoir des atteintes parenchymateuses supratentorielles. Donc, supratentorielle, ça veut dire au-dessus de la tente du cervelet. On peut avoir des lésions qu'on dit clastiques, donc de destruction du parenchyme, avec des cavités de porencéphalie, donc des cavités de destruction du tissu. On peut avoir des fentes de schisencéphalie. Donc, schisencéphalie, c'est une fente qui part de la surface corticale, qui va plus ou moins jusqu'au ventricule. Elle peut être fermée ou ouverte. Et sur ces berges, on va avoir des anomalies de gyration qu'on appelle une polymicrogyrie, donc des sillons trop nombreux et trop peu profonds. On peut avoir des abcès dans le tissu cérébral, des calcifications, des plages ou des nodules hyperéchogènes, et puis un aspect en candélabre lorsque ces anomalies d'échogénicité suivent les vaisseaux. Ces atteintes sont en général plus sévères si l'infection est précoce, on verra un petit peu après, et on se pose toujours la question de l'évolution. Est-ce que ce sont des anomalies transitoires, des anomalies fixées, des anomalies évolutives? Je vous ai mis ici un exemple en bas à gauche de toxoplasmose avec des abcès intracérébraux. Ici, vous avez un autre exemple avec un nodule hyperéchogène. Et ici, un exemple d'atteinte par virus Zika et des petites calcifications. On va revoir tout ça. On peut avoir également des anomalies de gyration, donc un retard ou un défaut de gyration. Ça, vous le verrez le plus facilement sur la vallée sylvienne qui n'aura pas une forme normale. On peut avoir une polymicrogyrie, une schisencéphalie, comme je vous ai déjà dit. Voilà ici un exemple de fétopathie ACMV avec une surface corticale qui n'est pas normale, elle est trop festonnée. Et sur l'IRM correspondance qu'on verra après, on avait une polymicrogyrie qui a été confirmée. Et voici un exemple
d'atteinte à Zika. Vous voyez une vallée sylvienne complètement anormale. Normalement, on a les deux berges qui viennent recouvrir l'insula, et là, elles sont complètement ouvertes. La fosse cérébrale postérieure, c'est également un élément très important à analyser. Vous la voyez en écho de dépistage. Et ce qu'on peut voir, c'est une hypoplasie cérébelleuse, donc avec une réduction du diamètre transverse du cervelet. Quand on a une diminution du diamètre transverse du cervelet, on parle bien d'hypoplasie, c'est-à-dire que le cervelet est globalement trop petit, et on parle bien d'hypoplasie cérébelleuse et non pas vermienne. Ça porte sur tout le cervelet. L'anatomie du cervelet est conservée, la forme et la foliation quand on parle d'hypoplasie. C'est vraiment juste un problème de taille. On peut avoir sinon des lésions clastiques, donc un hémisphère plus petit, un bout de parenchyme manquant, et on va être amené du coup à compléter par échodiagnostic et IRM fœtal. La ventriculomégalie, c'est également, vous le savez, un point d'appel très fréquent pour les pathologies infectieuses. Il y a de multiples étiologies, dont la cause infectieuse. Je vous remets ici un article qui discute des étiologies. Et vous voyez donc les signes associés à rechercher pour s'orienter vers une cause infectieuse. Je vous invite à consulter, je vous mets les références en bas à droite à chaque fois. Donc ce qui est important dans la ventriculomégalie, vous le savez, et la première entrée dans le tableau, c'est déjà de la mesurer correctement pour ne pas faire de faux positifs ou de faux négatifs. C'est généralement plutôt on peut avoir des erreurs de mesure, et c'est très important. Donc le seuil a été fixé arbitrairement à 10 mm, et vous connaissez la façon de mesurer les choses. C'est très standardisé. On a des critères qui sont définis et rapportés dans cet article. Donc il faut vraiment que vous soyez bien perpendiculaire à la surface des ventricules, que vous soyez en face du sillon temporo-occipital interne, et on mesure bien de la paroi interne à la paroi interne. En périventriculaire, on peut avoir des pseudokystes sous-épandymères, des kystes de germinolyse, des halos hyperéchogènes. On en verra des exemples ensemble. Je vous mets ici un exemple de CMV, et voilà, les deux sont des CMV avec à gauche, vous voyez des kystes, des zones de germinolyse, et ici un halo hyperéchogène. La microcéphalie ou microencéphalie, elle peut être associée ou non au retard de croissance intra-utérin. Les étiologies sont multiples, vous le savez. Parmi les étiologies, on a les étiologies infectieuses. Alors on peut distinguer microcranie, microcéphalie, microencéphalie, je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, quand on parle de microcranie et microcéphalie, on mesure la boîte crânienne, le contenant. Le contenant, à l'intérieur du contenant de la boîte crânienne, on a l'encéphale et on a les espaces péricérébraux, les espaces ventriculaires. Et donc si on peut avoir par exemple des espaces péricérébraux très larges, comme c'est le cas chez ces deux fœtus, et donc vous imaginez bien que l'encéphale va être encore plus petit que la boîte crânienne qui peut être par exemple ici petite. Donc on va avoir ici une anomalie, une microencéphalie, en plus de la microcranie. Donc on regarde toujours bien les espaces péricérébraux lorsqu'on a un PC qui n'est pas normal. Voilà l'article qui reprenait les outils à regarder face à une microcéphalie. Et il fallait bien donc rechercher les arguments pour une étiologie infectieuse. Ça, c'est le schéma issu de l'article qui reprend toutes les choses à regarder en cas de microcéphalie. Donc vous voyez qu'il faut bien explorer les structures de la ligne médiane, le parenchyme à la recherche de calcification, la fosse cérébrale postérieure, la giration avec la vallée sylvienne. On aura l'occasion d'en parler. Je vous mets ici l'exemple d'un fœtus à 29 semaines qui avait une microcéphalie. Vous voyez que les ventricules sont larges, il y a un halo hyperéchogène autour, des hyperéchogénicités punctiformes dans le parenchyme ou à la surface qui suggèrent des calcifications. La vallée sylvienne est complètement ouverte, donc il y a un défaut d'operculation de la vallée sylvienne. Les espaces péricérébraux sont larges, on le voit à la fois en échographie, on les voit de manière circonférentielle en IRM. Et on avait un DTC qui était trop petit, donc une hypoplasie cérébelleuse dans cet article. L'IRM nous permet de bien voir le cortex et de rechercher donc, des polymicrogyrés associés. Ici, c'était un exemple de phétopathie ACMV. Pour les atteintes en dehors du système nerveux central, vous les connaissez, le retard de croissance intra-utérin,
qui peut être le seul signe d'une infection. Il y a 2 mécanismes qui ont été proposés. Le premier, donc l'insuffisance placentaire ou l'atteinte directe des organes fétaux, notamment par exemple la stagnation du PC qui entre dans le calcul de l'estimation du poids fœtal. Ça, je passe rapidement. La nasarque fœto-placentaire est un des points d'appel. Le tableau peut être plus ou moins complet. Vous pouvez avoir un œdème sous-cutané, des épanchements, donc soit péricardiques, péritonéales, pleurales, par lésion endothéliale, hypoprotéinémie ou anémie fœtale ou associée. En cas d'anasarque et d'anémie fœtale, bien pensez au parvovirus B19. Les anomalies placentaires, donc notamment les calcifications trop excessives, la placentomégalie, donc un placenta trop grand. Je vous mets ici des exemples. L'hépatomégalie du fœtus, on a de nombreuses étiologies, dont la cause infectieuse. Vous voyez ici un exemple en bas sur notre image de foie du fœtus qui est trop grand. À savoir que dans les étiologies infectieuses, la structure du foie, l'écogénicité du foie va être normale. Le foie va être trop grand, contrairement à certaines autres des étiologies dont je vous ai mis la liste ici. La splénomégalie fœtale, qui a également plusieurs causes possibles, dont les causes infectieuses. L'hyperécogénicité intestinale, vous connaissez bien. Donc les retenues, il y avait différents grades qui avaient été décrits en fonction de l'écogénicité par rapport au foie, à l'os. Ça, c'est l'image de l'article Princeps, donc je vous remets la référence. On peut avoir également des reins hyperécogènes, on en verra un exemple. Une péritonite méconiale, donc là, vous allez avoir un épanchement, des calcifications. On peut avoir des atteintes cardiaques, des oligo- ou hydroamnios, le plus souvent oligoamnios. Voilà la liste en fait des anomalies à l'échographie qui doivent suggérer une infection congénitale et qui avait été publiée en 2020 dans ces recommandations. Donc tous les signes ne sont pas présents dans toutes les infections, vous le savez, et certains signes sont plus fréquents selon l'agent pathogène, ce qui va nous amener à parler des anomalies à rechercher en imagerie anténatale en fonction de l'agent infectieux concerné. Je vous propose de commencer par la toxoplasmose. Le risque de transmission augmente avec l'âge, mais la gravité diminue. On considère qu'on a 1% en périconceptionnel, 15% AT1, 50% à la T2. Et en fonction des études, ça peut aller jusqu'à 90% à la T3. Le dépistage sérologique est fait, vous le savez. Il n'y a pas de signe vraiment spécifique, même si quand on a des nodules hyperéchogènes et une ventriculomégalie, c'est très en faveur d'une toxoplasmose. Il y a une association fréquente de signes d'atteinte du système nerveux central et en dehors du système nerveux central, en moyenne 3 signes par fœtus. Les signes apparaissent environ 8 semaines après l'infection maternelle, avec une aggravation fréquente des lésions au cours du suivi. Voici des exemples. Donc, on peut avoir une atteinte du système nerveux central qui peut être isolée dans la moitié des cas. Ici, vous avez des exemples de calcification qu'on dit en taches de bougie. Vous voyez au bout de notre flèche ici, une hyperéchogénicité ronde dans le parenchyme. Elles sont disséminées, elles peuvent être périventriculaires. On peut avoir aussi des nodules hyperéchogènes sans cône d'ombre postérieure, des hyperéchogénicités périventriculaires ou en candélabre. La ventriculomégalie, je vous le disais, c'est un point d'appel important. Elle va être rapidement évolutive. Elle peut toucher donc les ventricules latéraux, plus ou moins le 3e et le 4e ventricule par compression de l'aqueduc. Vous avez ici des exemples de ventriculomégalie. On a les abcès périventriculaires intraparenchymateux, souvent associés à la ventriculomégalie. Vous voyez ici en échographie des nodules très hypoéchogènes qu'on revoit ici sur une IRM en pondération T2. On peut avoir des anomalies du corps calleux, une agénésie vermienne, donc l'absence totale de vermis, des anomalies de gyration, ça c'est un peu plus rare dans la toxoplasmose, mais je vous montrerai des exemples. Et là, vous avez un exemple tiré de la littérature. En haut à droite, vous voyez que le cortex est complètement anormal, complètement festonné. Là, on est face à une polymicrogyrie. Pseudokyste sous-épandymère, microcéphalie et voluminose germinative sont d'autres points d'appel. En dehors du système nerveux central, on a les atteintes que vous connaissez, oculaires,
abdominale avec les calcifications hépatosplénomégalie, acide anasarque, intestin hyperéchogène, l'atteinte placentaire, le retard de croissance possible, mort fétale in utero. Je voudrais juste poser une question. Est-ce que quelqu'un a déjà vu une infection congénitale materno-fétale à toxo? Et c'était des signes cérébraux qui vous avaient interpellé? Très bien. Ok, donc ce sont des signes, parce que tu décris des signes qui sont sur des coupes, enfin des signes un peu compliqués, je dirais, mais qui sont sur des coupes sagittales, parasagittales, coronales. Mais en réalité, on voit déjà certains signes sur les coupes axiales. Et là, une fois qu'on a ça, on va plus loin et on fait toutes ces coupes. Et qu'à la base, l'examen Princeps commence par cette analyse systématique que vous faites de la ligne médiane, des ventricules et de la gyration avec la vallée sylvienne. Et à partir de ça, tous les signes vont pouvoir être visibles. Et après, on les regroupe et on va un peu plus loin pour essayer de rattacher ça à une infection en particulier. C'est ça, Sarah, Exactement. On commence toujours par l'échographie avec les coupes de référence. Un point d'appel suffit à aller plus loin, éco-diagnostic, voire IRM. La recherche, donc tous les points qu'on vous met sont à rechercher lorsque vous avez un des points d'appel pour vous orienter vers une cause infectieuse. Quelques mots sur le parvovirus B19. Ce sera assez rapide, il n'y a pas de malformation rapportée, mais plutôt une anémie fétale. Donc après, tous les signes d'anémie que vous connaissez, hydramnios, épanchement, hépatosplénomégalie, intestin hyperéchogène, et puis la mesure du Doppler dans l'artère cérébrale moyenne. C'est voilà ce qu'on va dire sur le parvovirus. La rubéole, le risque malformatif est important jusqu'à 18 semaines. On parle donc d'embryopathie au premier trimestre où on va avoir l'atteinte oculaire, l'atteinte cardiaque, microcéphalie, rétrognatisme, et fétopathie entre 14 et 18-20 semaines avec microcéphalie, microphthalmie, micrognathie, hépatosplénomégalie et RCU. Vous voyez, ce n'est pas très spécifique. Après, on dit qu'il n'y a pas de séquelles au-delà de 20 semaines. Je voulais simplement vous mettre cet article sur la cataracte congénitale en imagerie. En fait, ils les ont classés, c'est un article qui date de 2022, décembre 2022, où ils se sont intéressés à la cataracte congénitale. Ils avaient 41 cas. Dans 41% des cas, elle était isolée. Et dans près de 59% des cas, elle était associée soit à une microphthalmie, une malformation cardiaque ou du système nerveux central. Et en fait, la cataracte peut prendre, selon ces auteurs, donc différents aspects qu'ils ont classés en différents stades. Bon, c'est pas pour connaître les stades, mais savoir que ça peut apparaître sous cette forme-là. Donc là, vous avez un cristallin normal. Là, vous avez un cristallin qui est complètement hyperéchogène. Vous pouvez aussi avoir simplement de petits spots hyperéchogènes ou le signe du double anneau. Ils avaient donc 39% d'hyperéchogénicité diffuse et vous voyez 24% de double anneau. Et dans 4 cas sur 41, il s'agissait d'une rubéole congénitale dans leur cohorte. Dans leur cas de rubéole, la cataracte était toujours bilatérale et elle était toujours associée à d'autres signes, par exemple ventriculomégalie, oligoamnios ou hydramnios, des hémorragies cérébelleuses, des signes d'anémie. La varicelle. La varicelle, ce qui est important, c'est la chronologie aussi. Avant 20 semaines, donc, elle peut être tératogène dans de rares cas, 1%. On parle alors de syndrome de varicelle congénitale. Après 20 semaines, on dit qu'elle n'est pas tératogène, mais il y a un zona possible. Et en périnatal, on sera dans les cas de varicelle néonatale grave. Donc, lorsqu'on a un syndrome de varicelle congénitale, fétale, on va avoir un RCU sévère et des anomalies des membres. On peut avoir une hypoplasie, une contracture. Je vous mets ici un exemple tiré de la littérature avec un pied-bot, une amyotrophie. On peut avoir des atteintes du système nerveux central avec microcéphalie et ventriculomégalie, des atteintes oculaires, des calcifications, mort fétale in utero. Vous voyez ici les pourcentages des anomalies à l'échographie dans cet article de 2012. Voilà aussi des exemples tirés de ces différents articles. Vous pouvez voir ici
ne sont pas des très belles images, elles sont un peu anciennes, mais on a une hypoplasie du membre inférieur gauche, là ils nous l'ont représenté sur le schéma, on voit qu'il est beaucoup plus fin par rapport à l'autre membre, avec une position anormale de l'extrémité. Ici on avait un DTC trop petit, mais vous voyez aussi qu'on a une asymétrie des hémisphères cérébelleux liée à, il y avait probablement une lésion clastique unilatérale. Ici un exemple de calcification myocardique. Ici, un épanchement intrapéritonéal, là vous voyez, et des calcifications intrapéritonéales. Quelques mots rapides sur la syphilis pourvoyeuse d'anémie, d'hydramnios, acite à nasarque, hépatosplénomégalie chez le fœtus, des intestins hyperéchogènes, placentomégalie, retard de croissance mort fœtale. Vous voyez, rien de spécifique. Des cas que j'ai trouvés dans la littérature avec à gauche un gros placenta, vous voyez une acite assez impressionnante et probablement un hydramnios. Le virus Zika. Donc le virus Zika, vous le savez certainement, très pourvoyeur de microcéphalie sévère, très sévère, progressive, mais pas que. Il y a aussi d'autres atteintes du système nerveux central. Et voilà un article assez récent, quelques années, qui les avait classés en signe majeur, signe mineur. On peut voir la ventriculomégalie, l'élargissement de la grande citerne, des anomalies du corps calleux, du tronc cérébral, des cavités porencéphaliques, et puis d'arthrogrypose, anomalie oculaire, hydramnios. Voilà un exemple où vous pouvez voir une cataracte, une agénésie partielle du corps calleux. Il manque, on ne voit pas très bien sa partie antérieure ni sa partie postérieure. Les ventricules étaient trop larges et on a des calcifications là au bout des flèches qui sont plutôt qui sont intraparenchymateuses. Un autre exemple de virus Zika publié en 2017, une cohorte sur 52 fœtus. Vous voyez par ordre de prévalence les signes que je viens de vous énumérer. Et voilà l'exemple d'un fœtus avec des calcifications intraparenchymateuses et périventriculaires. Et en fait, là, lorsqu'on va de gauche à droite, ce sont les coupes à des endroits à peu près similaires chez le même fœtus à des âges gestationnels différents. Donc on avance de gauche à droite et on voit que l'atteinte est progressive et s'aggrave avec le temps. On a donc ici on avait une anomalie de la fosse cérébrale postérieure, une ventriculomégalie. Il avait également des anomalies de membres. Voilà, vous pouvez voir ici la disproportion entre la face et le crâne, hein, puisqu'on a une microcéphalie très impressionnante avec un front fuyant. Le parenchyme s'est raréfié. Vous voyez que la vallée sylvienne, elle n'est pas normale, elle est ouverte. Les espaces péricérébraux sont présents alors qu'on a en plus un petit PC. Ici, on avait une microphthalmie. Et puis, vous voyez, ils décrivent très souvent cet aspect en chignon avec un excès de peau occipitale et puis une sorte de protrusion des os occipitaux. Ça, c'est les imageries en postnatal. Vous pouvez voir les calcifications plutôt superficielles et vous voyez les anomalies. Donc à gauche, on a un scanner. À droite, on a une IRM en pondération T2. Vous voyez qu'il y a vraiment des anomalies de gération, polymicrogérie ici, qu'on voit également ici en frontal. Alors les calcifications du Zika, de la toxo et du CMV sont un peu différentes. On a tendance à dire que donc, dans la toxoplasmose, elles sont plutôt en amas, nodulaires, en taches de bougie, alors que dans le CMV, elles vont être un peu plus fines, plutôt périventriculaires ou de distribution corticale. Et dans le virus Zika, elles vont être à la jonction entre le cortex et juste sous le cortex, comme on a vu, comme on voit ici sur ces images. Alors, l'herpès, qu'est-ce que je voulais vous en dire? Donc, on a des atteintes aussi, système nerveux central, en dehors du système nerveux central, des morts fœtales. Voilà un exemple avec une ventriculomégalie. Vous voyez, le parenchyme ici nous paraît aminci en échographie et l'IRM nous confirme une destruction parenchymateuse vraiment impressionnante en région frontale et antérieure assez diffuse. Et puis, il y avait une hyperéchogénicité du myocarde, un épanchement péricardique ici,
et des intestins hyperéchogènes. Et les auteurs, là, sur un des articles que je vous cite, rapportaient aussi une irrégularité cutanée, pas facile à voir, mais qui correspondait aux ulcérations visibles en postnatal. Le Covid, pas de malformation fétale si évidente. Ce qui est le plus important, c'est ce qui est vraiment prépondérant, ce sont les atteintes placentaires. Avec une triade, donc nos collègues anapathes nous disent qu'il y a une triade spécifique de signes, chacun pris séparément, non spécifiques. Donc il y a des dépôts de fibrine qui peuvent être voir aussi dans le Zika, la malaria, associés à des thrombies intervillositaires, associés à un infiltrat lymphocytaire. Ces 3 signes sont pour les anapathes très spécifiques d'une atteinte placentaire liée au Covid. On a par conséquent des morts fétales, des retards de croissance, des prématurités. Je vous ai mis ici un exemple tiré de la littérature. Vous voyez un placenta pathologique et il décrivait des lacunes et des plages hyperéchogènes. Voilà un autre exemple de placenta sur une infection à Covid. Alors le LCMV, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est le virus de la chorioméningite lymphocytaire. On va passer rapidement. C'est très rare, mais c'est sévère. Et c'est un virus qui est transmis par les rongeurs, qui est pourvoyeur de mort fétale. Il a aussi un très grand tropisme pour le système nerveux central, donc il est très pourvoyeur de malformations encéphaliques, notamment microcéphalie, ventriculomégalie, polymicrogyrie, des anomalies du corps calleux, des calcifications. On peut aussi avoir quelques signes extracérébraux que vous connaissez. Donc simplement savoir y penser chez une patiente qui aurait une histoire particulière d'exposition aux rongeurs dans le cadre professionnel ou dans le cadre personnel, c'est rare. Voilà un exemple de fœtopathie avec une ventriculomégalie. Le fœtus avait un petit PC. Vous voyez également un épanchement péricardique et un épanchement intrapéritonéal assez marqué. Entérovirus, je vais passer rapidement, c'est essentiellement les infections néonatales, leptospirose aussi. Et puis un petit mot sur le virus tonate qui, pour ceux qui travaillent en Guyane, doivent certainement connaître. Voilà une publication récente, donc de 2022, où ils décrivent les atteintes liées à ce virus. On a des atteintes du système nerveux central, il y a un tropisme pour le système nerveux central, avec des microcéphalies, ventriculomégalies, des cas d'hémorragie méningée, des calcifications, des anomalies de migration, et puis on a aussi épanchement, calcification, et vous pouvez voir sur cette image macroscopique des pieds beaux, des mains crispées. On va passer un petit peu plus de temps sur le cytomégalovirus, qui est l'infection materno-fétale la plus fréquente. Et je voudrais passer un peu de temps pour vous parler d'une étude lyonnaise qui a été menée notamment par Mona Massoud et puis Laurent Guibaud sur 49 fœtus. On va en parler. Alors, voilà un exemple d'une patiente qui a eu une séroconversion au premier trimestre. Vous la voyez maintenant à 23 semaines. Qu'est-ce que vous diriez de ces images? Je vais vous faire travailler un petit peu. N'hésitez pas. Si vous trouvez qu'elle est... Est-ce que cette image, la coupe axiale, transventriculaire, là-haut, est-ce que vous la trouvez normale? Levez la main à la limite. Ceux qui la trouvent normale, lèvent la main. « 23 semaines d'aménorrhée. » Une autre patiente, 23 semaines aussi, tirée de l'étude, séroconversion à AT1. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous regardez, quand vous comparez les deux? Oui, donc vous voyez qu'à gauche, on a un PC normal au 50e percentile et à droite, il était inférieur au 3e. On a une microcéphalie pour le cas numéro 2. Très bien. La vallée sylvienne, elle est complètement anormale pour le cas 2. Donc, microcéphalie et surface festonnée pour la patiente numéro 2, des calcifications. Là, je vous remets l'aspect d'une vallée sylvienne
à 22 semaines, à 24 semaines, là on est entre les deux, à 23 semaines chez nos patientes. Vous voyez qu'à 22 semaines, on a un angle de 45 degrés entre la berge postérieure et le fond de l'insula. À 24 semaines, on s'attend à avoir un angle à 90 degrés. Vous voyez qu'ici, chez la patiente numéro 1, on est bien, hein, la berge elle est là où on l'attend. Et vous voyez ici, elle est complètement ouverte. C'est bon pour tout le monde, ça? Je voudrais juste vous préciser que la vallée sylvienne, elle est précise à peu près 15 jours. Parfois, on a l'impression qu'il y a un petit retard, mais il faut juste comprendre que ce n'est pas un marqueur précis au jour près. On peut être entre 7 et 15 jours de décalage. Donc, ces clichés au début que Sarah vous a montré, qui est strictement normal, et si pour certains c'est légèrement ouvert, il faut juste vous dire, l'aspect à 24 semaines, elle doit faire 90 degrés. Là, on est entre le 90 et le légèrement plus ouvert. Donc, c'est normal. D'accord? Et quand c'est pathologique, c'est vraiment très pathologique. Il y a un réel décalage. D'accord? Donc, parce que parfois, on a tendance à vouloir un peu faire dire aux images ce qu'elles ne nous disent pas. Si on a des doutes, on recontrôle. Mais là, clairement, on est bien dans les zones, en tout cas dans les termes attendus. Et restons quand même, gardons en tête qu'on n'est pas précis au jour près. Et d'ailleurs, nous, quand on nous adresse des patientes pour anomalie de la vallée sylvienne, donc effectivement, on va regarder la vallée sylvienne et sur les échodiagnostics de deuxième intention, les IRM, on va regarder aussi d'autres sillons dont on connaît la temporalité. Certains sillons apparaissent à 27, d'autres à 30. Et on va regarder aussi ces autres points, mais la vallée sylvienne, c'est le point le plus facile à apprécier pour la gyration, que vous voyez sur les coupes de dépistage. Alors, qu'est-ce que vous auriez dit à ces patientes qui ont une séroconversion à AT1 avec ces échographies? Quel conseil prénatal vous leur donnez? Celle de gauche. Est-ce que les signes vous semblent sévères? C'est pour le cas numéro 1, donc les images de gauche. Non? Est-ce que vous proposerez une IRM? Qui proposerait une IRM? Pour la patiente de droite, le cas numéro 2, est-ce que vous inquiétez le couple? Est-ce que vous proposez une IRM? On va voir. Ça, ce sont les mêmes patientes. En haut, vous avez la mesure du DTC. Il était normal pour la patiente de gauche, diminué pour la patiente numéro 2. Et vous voyez l'atteinte de la... Qu'est-ce que vous voyez d'ailleurs? Pour la ligne médiane sur les images du bas, est-ce que le corps calleux vous paraît bien? Il était normal pour la patiente numéro 1 et on avait un petit corps calleux pour la patiente numéro 2. Alors, quel est le pronostic de ces anomalies? Donc, pour la patiente numéro 1, donc échographie normale, ce qu'on sait déjà, c'est dans la littérature, on parle de risque labyrinthique avec surdité de perception et troubles vestibulaires, selon les études, entre 5 et 10% pour une séroconversion avec une écho normale. Pour le cas numéro 2, vous voyez que les images étaient beaucoup plus inquiétantes, vous l'avez dit vous-même, et on a une atteinte sévère à l'imagerie, et on va alors là avoir 100% de retard psychomoteur, épilepsie et déficit neurosensoriel. Donc ça, je pense que c'était peut-être clair pour tout le monde. Alors, je voulais juste faire un petit point sur les troubles vestibulaires. On en reparlera aussi après. On peut avoir des troubles de la marche chez des enfants qui avaient un antécédent de fétopathie ACMV. Il faut faire attention à ce qu'ils ne soient pas décrits comme des troubles moteurs, des déficits moteurs ou des troubles fixés. Ça peut être des troubles vestibulaires qui peuvent bénéficier d'une rééducation. Donc ça, c'est des choses méconnues dont on va reparler après. Et voilà, je vous montre un autre exemple, séroconversion au premier trimestre. La patiente est à 32 semaines, le périmètre crânien est normal, le diamètre transverse du cervelet est normal. Qu'est-ce que vous voyez sur ces images? En haut d'abord, les images d'échographie.
J'ai entendu kyste. Donc tout le monde a vu les kystes en avant des cornes temporales, ici. Tu as un pointeur, je pense, Sarah. Tu peux aller leur montrer sur l'écran. Est-ce que tout le monde a vu que cette coupe n'est pas tout à fait normale? Est-ce que tout le monde est interpellé? Très bien. Tiens, tu peux prendre un micro, tu seras plus à l'aise. Je pense que c'est bien de descendre. Pour l'image du milieu, les kystes que l'on voit ici, vous les situez dans quelle zone? Donc ici, c'est des kystes, des pseudokystes qui sont dans les zones germinatives. Les zones germinatives, elles sont initialement tout autour des ventricules et vers 24-26 semaines, elles vont commencer à diminuer de taille. Donc c'est les zones dans lesquelles les neurones se développent avant de migrer au cortex. Donc au début, on a des grosses zones germinatives parce qu'on a beaucoup de neurones qui doivent se développer. Et puis petit à petit, lorsqu'elles ont rempli leur rôle, elles vont se réduire. Et la dernière zone résiduelle de zone germinative, elle se situe ici sous les cornes frontales. Et donc là, vous avez des kystes dans les zones germinatives. Vous voyez ici un kyste en arrière des cornes occipitales aussi, qui est une localisation très évocatrice d'une atteinte infectieuse. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous dérange sur l'image de droite d'échographie? Oui, il y a un halo hyperéchogène périventriculaire, tout le monde le voit. Et l'IRM, alors qu'est-ce que vous en pensez? Donc on a deux coupes en axiale, une qui passe par les ventricules latéraux, une qui est un peu plus basse. Est-ce que vous voyez les kystes qu'on voit à l'échographie? Donc ici, on en a un, ici, on a le deuxième. Vous voyez qu'on voit plutôt moins bien qu'à l'échographie. Le halo hyperéchogène, on ne voit pas. Je ne vais pas passer les diapos. Est-ce que vous êtes inquiet en voyant ces signes? Ouais. Qu'est-ce que vous dites au couple? Qui est-ce qui dit au couple qu'il n'y a pas de risque de séquelles? Neurosensoriel, trouble vestibulaire? Est-ce que vous leur dites qu'il y a un surrisque de troubles cognitifs? Alors, bon, je vous remontre ici le halo hyperéchogène, les kystes, qu'on revoit sur l'IRM. Vous voyez que l'IRM, on est beaucoup moins à l'aise qu'à l'échographie. On a une résolution spatiale qui est moins bonne qu'à l'échographie, à l'IRM. Donc l'IRM, elle a certains avantages, mais la résolution spatiale n'est pas. Donc vous voyez que c'est un cas qui est un peu plus difficile à trancher que les deux cas que je vous ai montrés avant. On avait l'écho normal, l'écho très pathologique avec la microcéphalie, la polymicrogyrie. Là, on savait, tout le monde savait à peu près dire, dans un cas, on est plutôt rassurant, dans l'autre cas, on est très inquiet. Là, on est dans un cas, on a des signes, mais qu'est-ce qu'on en fait? La littérature, elle est plutôt pauvre sur le sujet. Et pour ce patient, donc il a 4 ans, son développement psychomoteur est normal, il a une audition normale et il a un suivi ORL qui est prévu jusqu'à l'âge de 7 ans dans le contexte de la fétopathie, de l'antécédente fétopathie ACMV. On va voir ensuite dans les résultats de l'étude pour vous dire ce qu'on dit aux parents. Voilà une patiente vue à... Excuse-moi Sarah, donc on a dit sur les images précédentes, tu as montré le halo, il y avait des kystes de la zone germinative, et on était à quel terme? 32. 32. Et c'est une séroconversion du premier trimestre.
Tout à fait. Et puis, le cervelet était normal. Cervelet normal. Le périmètre crânien était normal. Et la croissance était normale? Oui. D'accord. Donc, nous avons des signes où on n'a pas de la destruction massive, on n'a pas de microcéphalie, on n'a pas d'hypoplasie cérébelleuse et la gyration est normale. Voilà. Donc on n'a pas de polymicrogyrie ou de dysplasie corticale. Voilà. D'accord. Mais quand on voit ces signes, quand même, on se dit le CMV est passé par là. Bien sûr, donc ça c'est des signes typiques du CMV. Cette patiente est gérée donc en CPDPN, elle a eu une IRM. Et puis tu vas nous parler tout à l'heure du conseil prénatal dans le cas de ces signes qui montrent qu'il y a une infection materno-fétale à CMV, mais dont l'interprétation n'est pas univoque dans la littérature. Ok. Donc une autre patiente vue à 34 semaines dans un contexte d'infection à CMV au premier trimestre. Le périmètre crânien et la fosse cérébrale postérieure sont normaux. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur ces images? Donc en haut, on a des coupes d'échographie, une coupe axiale, une coupe coronale, et à droite, c'est quoi comme coupe? On est un peu parasagittal en fait. Ça nous permet de bien voir l'hémisphère proximal, le ventricule proximal. Est-ce que vous voyez quelque chose? Déjà sur la coupe axiale. La vallée sylvienne, elle vous paraît bien? On est à 34 semaines. Donc la vallée sylvienne, je vais vous montrer ce qu'il faut bien regarder. Donc ça, c'est la berge antérieure, ça, c'est la berge postérieure. À 34 semaines, c'est un recouvrement normal. La berge antérieure, elle peut être plus ou moins ouverte. Souvent, quand on a une microcéphalie, elle va être plus ouverte. Mais lorsque vous faites la datation, c'est vraiment la berge postérieure qui vous intéresse. Là, elle est normale. C'est une vallée sylvienne normale pour 34 semaines. C'est bon, ça? Est-ce que tout le monde avait vu les petites calcifications intraparenchymateuses linéaires? Et sur l'IRM, l'IRM, vous avez peut-être moins l'habitude des images. On peut se demander si la substance blanche n'est pas trop blanche. Vous voyez ici, si on regarde, les zones frontales, elles nous paraissent un peu plus blanches que les zones postérieures, en tout cas la substance blanche. C'est toujours très difficile à interpréter parce qu'en anténatal, on a souvent une substance blanche un peu hétérogène. En tout cas, là, on avait retenu des anomalies de signal de la substance blanche. Et ce que je voulais vous montrer, c'est... et puis, donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous voyez que les microcalcifications de la vasculopathie, on ne les voit pas à l'IRM. Donc, on est meilleur à l'échographie. L'IRM, elle ne va pas nous aider là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'une bonne échographie, c'est très, très important dans le CMV, dans les infections en général. Et voilà l'IRM postnatal. Et ce que vous remarquez sur l'IRM postnatal, c'est que la substance blanche frontale, elle est normale, et c'est la substance blanche postérieure qui montre des hypersignaux. Donc vous voyez que ça, c'est une atteinte qui est transitoire. C'est un signe que le virus est passé, c'est un signe d'encéphalite, ce ne sont pas des lésions de destruction. On a des plages à un moment qui sont inflammatoires, ça peut aussi être parfois des variantes de la normale, mais là, dans le cas d'une infection ACMV, on était sur des plages potentiellement d'origine inflammatoire, sur une encéphalite, et vous voyez qu'après, on a une substance blanche normale en postnatal. Cet enfant-là, il a une surdité bilatérale qui a été diagnostiquée, dépistée, puis diagnostiquée à la naissance et qui a été implantée, et il a un développement psychomoteur normal à 14 ans. Est-ce que c'est des signes qui vous auraient inquiété, vous, en anténatal, d'avoir des anomalies de substances blanches comme ça? Est-ce que vous auriez eu envie de dire il y a un risque cognitif? Non. Ok. Donc finalement, le conseil prénatal de la fétopathie ACMV, on a quelques certitudes déjà, mais il reste difficile. Ce que l'on sait, ce qui fait consensus, c'est qu'il y a des risques majeurs de séquelles si on a une infection au premier trimestre. Ça, on le sait. Certains auteurs disent que ce risque est uniquement au premier trimestre. On sait aussi
que l'imagerie prénatale a une bonne valeur pronostique. Donc si on a une atteinte sévère en imagerie prénatale, ça va prévaloir d'un mauvais pronostic, d'un mauvais devenir avec un polyhandicap. Encore faut-il savoir ce que c'est qu'une atteinte sévère en imagerie, et encore faut-il que les signes soient bien définis. On sait qu'on a un risque significativement réduit en cas de normalité de l'imagerie prénatale. C'est le cas numéro 1 que je vous montrais. Mais dans la littérature et en général, il n'y a pas de consensus sur plusieurs points. Premièrement, les classifications des signes échographiques sont hétérogènes et les signes sévères, les signes qui sont décrits à l'imagerie comme sévères ou modérés ne sont pas très bien définis, les termes ne sont pas très adaptés, ne sont pas appuyés sur des données neuropathologiques. L'autre problème des données actuelles, c'est que la définition des séquelles est un peu ambiguë. Quand je vous dis séquelles, je parle du devenir postnatal. Et par exemple, il y a des auteurs qui classent dans les séquelles sévères la surdité bilatérale, le déficit moteur, le déficit cognitif. On aurait tendance à vouloir penser que la sévérité n'est pas forcément à un même degré entre un déficit cognitif et une surdité bilatérale. Il y a certains auteurs qui mettent les deux dans le même cadre, donc ça rend difficile d'analyser les choses. Et pour les couples, c'est bien sûr important de distinguer entre des séquelles qui peuvent être prises en charge, qui peuvent bénéficier d'une aide, comme les troubles vestibulaires ou la surdité, et les séquelles qui ne sont pas curables, comme le déficit cognitif. C'est ça qui est important d'expliquer aux gens. Et donc, quand on fait ce constat-là, sur la littérature et sur les cas auxquels on est confronté, on voit qu'il y a une nécessité de revisiter les signes échographiques et leurs valeurs pronostiques, d'où cette étude lyonnaise qui a été lancée sur les cas d'infection congénitale à cytomégalovirus, qui a été menée notamment par Mona Massoud. Donc là, je vous montre la classification de l'American Journal qui date de 2016 et qui était jusqu'à présent la plus utilisée. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Vous voyez qu'il classe les signes en signes échographiques sévères, signes échographiques modérés, quand on parle du cerveau seulement. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que déjà la ventriculomégalie, ils la mettent dans les deux colonnes, en fonction de sa valeur en millimètres. Or, on sait que ce qui est un pronostic, ce n'est pas la valeur d'une ventriculomégalie, ce n'est pas sa valeur en millimètres, mais c'est sa cause sous-jacente. Vous pouvez avoir une ventriculomégalie à 12 et une ventriculomégalie à 15. En fonction de la cause, celle à 12 peut être plus inquiétante que celle à 15. Donc le pronostic d'une ventriculomégalie est lié à la pathologie sous-jacente et non pas au degré de dilatation ventriculaire. Donc déjà, ça c'est embêtant dans la classification. Vous remarquez aussi qu'il parle d'hydrocéphalie. Alors c'est assez redondant, on met ventriculomégalie, hydrocéphalie, quelle est la différence ? Sachant qu'il précise que l'hydrocéphalie réfère à une dilatation tri- ou quadriventriculaire en lien avec la microcéphalie. Donc, vous voyez que pour nous, ce n'est pas la même chose. Lorsqu'on a une microcéphalie, on va avoir une dilatation passive des ventricules. Là, on va être sur un signe sévère. Une microcéphalie, c'est que le développement cérébral ne s'est pas fait normalement, il y a des progéniteurs qui ont été détruits, etc. Un autre point dans cette classification, ils mettent hypoplasie vermienne. Il ne s'agit pas d'une hypoplasie vermienne. La terminologie est très importante. Il faut toujours bien définir les choses avant de les classer, avant de faire un conseil aux gens. Donc, lorsqu'on dit hypoplasie vermienne, on parle du vermis, qui est la partie centrale du cervelet. Or, on a vu dans nos cas, l'hypoplasie, elle touche tout le cervelet. Donc, on parle d'hypoplasie cérébelleuse. Et puis, l'augmentation de la citerne, de la grande citerne, c'est une conséquence de cette hypoplasie. En soi, ce n'est pas un signe sévère de destruction parenchymateuse. Donc voilà, un DTC diminué, c'est une hypoplasie cérébelleuse. Et un autre problème de terminologie qui est présent dans cette classification, mais qui est très souvent retrouvé dans la littérature, une surface corticale lisse en échographie ne signifie pas lysencéphalie. C'est très important. Lysencéphalie, ça nous dit que c'est un mécanisme, un certain mécanisme, et une surface corticale lisse, elle peut être liée à des anomalies de migration, à des anomalies de multiplication,
de division cellulaire, mais ce n'est pas forcément une lysencéphalie. On l'a vu d'ailleurs dans nos exemples, dans le CMV, ce sont des polymicrogyries. Donc voilà. Et enfin, les auteurs mettent la génésie du corps calleux dans les signes sévères. On a vu ensemble que ce sont plutôt des hypoplasies du corps calleux, probablement liées à la microcéphalie. Donc voilà, des problèmes de vocabulaire, de classification. Une autre chose, c'est qu'ils mettent dans plusieurs colonnes, donc à la fois en sévère et en modéré. Par exemple, l'hyperéchogénicité périventriculaire, elle est classée comme un signe de sévérité en échographie, alors que les kystes sous-épandymères sont classés dans les signes modérés. Vous voyez que les kystes périventriculaires sont classés dans les signes sévères. Ça, c'est peu logique, puisqu'il s'agit de la même atteinte d'encéphalite, mais à des stades différents. Initialement, on a un halo hyperéchogène, puis progressivement, on va avoir l'apparition des kystes. Mais c'est exactement la même atteinte. On sait que le CMV, il a un tropisme pour les zones germinatives qui vont être d'abord inflammées, donc hyperéchogènes. Je vous ai dit, elles sont toutes autour des ventricules, puis elles vont se réduire. Et ensuite, secondairement, les kystes vont apparaître. Et ces zones anatomiques, une fois qu'elles ont fait leur travail, elles n'ont plus d'utilité. C'est à quel terme ? À partir de quel terme, tu peux nous le repréciser, à partir de quel terme une atteinte des zones germinatives va avoir moins d'impact? Parce que clairement, nous, on avait appris que les zones germinatives, c'est là où les neurones sont fabriqués, puis à partir des zones germinatives, on va avoir la migration neuronale. Donc forcément, sur une atteinte précoce de la zone germinative, on pensait qu'on va avoir plutôt des troubles de la migration, une atteinte de la polymicrogyrie ou même de la microcéphalie. Et donc, pourquoi un kyste de la zone germinative n'est pas toujours pourvoyeur de polymicrogyrie, de microcéphalie et puis de dysplasie corticale? Donc la migration va se faire par plusieurs vagues à partir des zones germinatives. Après 24-26 semaines, on est tranquille, entre guillemets. Les zones ont fait leur travail et les neurones sont à leur place. Ça, c'est une notion vraiment importante parce que dans ce qu'on nous dit tout le temps, ces zones germinatives sont très vascularisées, très importantes. Et il faut juste comprendre qu'à partir de 26 semaines, la fabrication des neurones va s'arrêter et donc qu'il y ait des kystes à ce moment-là ne va pas avoir un impact très important sur la formation du cortex. Et c'est d'ailleurs pour ça que même quand il y a des kystes de la zone germinative, nous n'avons pas forcément de la polymicrogyrie ou de la microcéphalie. Donc finalement, la classification a été revisitée grâce à ce travail et il y a eu deux types de signes qui ont été différenciés. Tout d'abord, les signes, là on parle des signes à l'échographie, les signes de sévérité d'une part et les signes de transmission verticale d'autre part ou de passage. Donc ce que vous voyez, c'est que dans les signes, les attentes du système nerveux central, les signes de gravité que vous devez retenir, ce sont tout d'abord la microcéphalie. Vous comprenez bien que là on est sur un cas où il y a eu une destruction du tissu, du parenchyme. Le DTC diminué, donc l'hypoplasie cérébelleuse, et les anomalies corticales qui sont de type polymicrogyrie. Ça, ce sont les trois signes de sévérité de l'attente du système nerveux central. En dehors voilà. Les signes de passage, ce sont le halo hyperéchogène périventriculaire qui signe une encéphalite, les pseudokystes périventriculaires, temporo-occipitaux, les calcifications. Donc ça, vous avez compris que c'est la même chose, mais à un stade plus avancé dans la chronologie. Les vasculopathies lenticulostriées, qui sont des signes de passage du CMV, et les calcifications parenchymateuses. À cela, on a ajouté les signes en dehors de l'attente centrale, avec pour les signes de sévérité le retard de croissance intra-utérin sévère, la NASARC, et pour les signes de passage, l'intestin hyperéchogène, les épanchements, la placentomégalie, l'hépatosplénomégalie et le retard de croissance modéré. L'hépatosplénomégalie, c'est lié à l'hépatite, et c'est un peu finalement le même mécanisme transitoire que l'encéphalite.
Alors, que peut-on dire de l'intérêt de l'IRM fœtal chez ces fœtus infectés au CMV? L'intérêt, il est limité et il y a un grand risque d'interprétation erronée. Le principal intérêt théorique de l'IRM, c'est de dire qu'on va mieux analyser le cortex pour détecter une polymicrogyrie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le CMV, les polymicrogyries sont très souvent en plage assez étendue et elles atteignent dans la très très grande majorité des cas les vallées sylviennes. Donc si vous faites une bonne échographie, vous verrez vos vallées sylviennes et si on fait une très bonne échographie de dépistage, on pourra répondre à la question. Parce que le problème majeur de l'IRM, c'est, je vous l'ai montré, l'hypersignal T2 de la substance blanche qu'on a du mal à interpréter et qui est souvent interprété de manière péjorative voilà, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la majorité des cas, ça peut être une variante de la normale. On a des substances blanches hétérogènes chez des fœtus que l'on voit pour autre chose. Et on ne sait pas bien interpréter ces choses-là, mais on ne les retrouve pas en postnatal. Parfois, et c'est dans le cadre du CMV, on sera sur des anomalies inflammatoires d'encéphalite, vous avez compris. Ce ne sont pas des signes de gravité, mais des signes de passage du CMV, comme au même titre que l'hépatomégalie qui va rentrer dans l'ordre ensuite. Donc vous avez vu que la littérature nous laissait une place à améliorer la prédiction de la fœtopathie SMV en fonction des signes d'imagerie prénatale et notamment de l'échographie. Il faut que la classification soit concordante avec la neuropathologie et c'est pour ça qu'il y a eu cette nouvelle classification. Mais aussi, il fallait que les séquelles postnatales, le devenir, soient reclassées. Ce qui a été choisi, c'est de classer les séquelles en sévères et moins sévères selon le degré de prise en charge possible. Et ce qui sera toujours important dans le CMV, c'est le suivi à long terme, et notamment ORL jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc dans l'étude lyonnaise, ils avaient 49 cas. Donc des séroconversions du premier, du deuxième et du troisième trimestre. Et ce que vous pouvez voir, c'est que toutes les séroconversions du troisième trimestre avaient une imagerie prénatale normale et un devenir normal. Donc on ne va pas en parler plus précisément. Et donc si on s'intéresse aux 49 autres fœtus de séroconversion T1, T2, donc on en avait 36 au deuxième trimestre et 13 au troisième trimestre. Qu'est-ce qu'on peut dire? Si on regarde ceux qui avaient une imagerie normale, ils ont tous eu un développement psychomoteur normal. Il y en a un qui présentait une surdité, ce qui faisait sur la cohorte 7% d'atteinte neurosensorielle, ce qui est concordant avec ce que je vous ai dit et qui était présent dans la littérature. Et c'était une séroconversion du premier trimestre. Si l'on regarde les signes de sévérité à l'échographie, vous voyez qu'il s'agissait de fœtus avec une séroconversion du premier trimestre. Alors, le seul fœtus vivant, donc, ils sont tous décédés, soit par le retard de croissance très sévère, soit par IMG. Et le seul né présente une encéphalopathie très sévère avec un polyhandicap. Pour les fœtus qui présentent les signes de passage seulement, donc c'est ceux-là qui sont les plus importants, l'apport de cette étude est vraiment sur ceux-là. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a eu 6 IMG chez ces patientes du fait du manque de données de la littérature ou de la difficulté à informer les couples. On ne savait pas quoi leur dire. Il n'y avait pas de données dans la littérature. Il y en a 10 qui sont nés. Aucun n'avait de séquelles sévères dans cette cohorte. Et ce que l'on peut voir, c'est que 5 présentaient un développement, donc la moitié de ceux qui sont nés, un développement psychomoteur totalement normal, et la moitié ont des troubles neurosensoriels, donc surdité et ou troubles vestibulaires. J'attire aussi votre attention sur le fait qu'il n'y a pas que des fœtus du premier trimestre, mais également des fœtus du deuxième trimestre. Dans cette étude, le suivi moyen des enfants nés était de 4 ans et 3 mois, donc c'est quand même assez long
pour des antécédents pour cette pathologie-là. Donc les messages clés que l'on voudrait vous faire passer, c'est qu'après avoir revu les signes échographiques, il faut différencier les signes de sévérité et les signes de passage. Les signes de sévérité, je vous le redis parce que c'est important, c'est microcéphalie, hypoplasie cérébelleuse, dysplasie, anomalie corticale, notamment polymicrogyrie. Il faut, auprès des parents, savoir stratifier le pronostic en parlant d'une part des séquelles neurosensorielles labyrinthiques, surdité, troubles vestibulaires, qui ne doivent pas être confondus avec des déficits moteurs face à des troubles de la marche, et d'autre part, différencier les déficits moteurs et déficits cognitifs. Dans l'étude, d'après les résultats, ce que l'on peut dire, c'est qu'une imagerie prénatale normale est un élément de réassurance, mais il y a toujours un risque labyrinthique de 7%, qui atteint 14% pour les infections du premier trimestre. Voilà ce qu'on peut dire aux parents. Les signes de sévérité sont corrélés à des atteintes anatomiques cérébrales sévères qui, en cas de demande parentale, justifient une IMG. Ce qu'on peut dire également, c'est qu'il n'y a pas de déficit cognitif chez les patients qui ont des signes échographiques de passage sans signe de sévérité dans notre étude. Les signes mineurs, les signes de passage, il y a un risque important de séquelles neurosensorielles labyrinthiques dans la moitié des cas, voire un peu plus dans les infections du premier trimestre. Et ces signes justifient donc un suivi jusqu'à 7 ans pour chercher ces anomalies labyrinthiques qui peuvent se révéler un peu plus tardivement. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est même si l'atteinte du premier trimestre est la principale pourvoyeuse de séquelles, en particulier sévères, il y a quand même ce risque de séquelles neurosensorielles en cas d'infection au deuxième trimestre, sans déficit cognitif dans notre série en cas de signe de passage. Je vous remercie. Je propose qu'on passe à quelques cas cliniques. Ou tu voulais rajouter des choses? Ce que j'aurais voulu dire, c'est que dans les résultats de cette étude, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de... Nous avons vraiment essayé de comprendre un peu la signification de ces signes qui ne sont pas des signes de gravité. Cela nécessite quand même une analyse. Il faut être vraiment... il faut être très précis sur la description. Il faut avoir un radiopédiatre en qui on a confiance et qui va pouvoir vraiment se mouiller en disant non, il n'y a pas de signe, il n'y a pas de polymicrogyrie, donc il n'y a pas de microcéphalie, il n'y a pas d'atteinte cérébelleuse. Certes, on peut le voir en échographie, mais quand on voit des signes d'infection materno-fétale au CMV et que à un moment, il va falloir aller dans le conseil prénatal et, entre guillemets, dire que probablement que le devenir cognitif n'est pas mis en jeu, il faut vraiment être sûr, parce qu'on va voir un cerveau qui n'est pas normal. Il y a des signes. Donc pour cela, il faut avoir un collaborateur radiopédiatre aussi qui va pouvoir nous aider dans notre échographie diagnostique. Et c'est sûr, au vu de ces résultats, nous, on explique ces risques de séquelles et on a un peu redéfini la description sémiologique de l'imagerie et surtout le conseil prénatal par rapport au devenir postnatal. Ces données sont un peu en contradiction avec beaucoup de données décrites dans la littérature, mais qui sont assez confuses parce qu'elles mélangent le cognitif avec le moteur, le cognitif avec le neurosensoriel. C'est sûr qu'être appareillé, ce n'est pas la même chose que d'avoir un authentique retard cognitif, intellectuel, un trouble du neurodéveloppement. Et ce qui est important quand même dans ce dépistage, je parle là des cas où on a une imagerie normale. La vraie question, hier on était à la session cerveau infectieux dans cette salle aussi avec l'équipe d'Olivier Picone. La vraie question, c'est est-ce qu'on fait une IRM ou pas pour l'imagerie normale quand on a une authentique infection à CMV. Nous, on a pris le pari de ne pas le faire parce qu'il faut avoir fait une vraie échographie informative sur l'examen du cerveau et aller voir juste des hétérotopies sur lesquelles qu'on va voir en IRM pour lesquelles on va inquiéter à tort des parents qui ne seront pas forcément en lien avec le CMV, ne nous semble pas justifié. Et ça, c'est la vraie question. Il y a beaucoup d'équipes qui, de plus en plus, ne proposent pas d'IRM à ces patientes-là.
Alors pour les signes de passage, bien sûr qu'il faut discuter l'IRM. Dès qu'on a des signes, il faut envoyer la patiente pour des examens complémentaires. Et après, pour le conseil prénatal, l'incertitude qui plane, nous, on a affiné le conseil, mais ce n'est pas pour autant que si un couple nous demande une interruption médicale de grossesse parce qu'il ne souhaite pas prendre le risque, après, ce sont des situations à discuter au cas par cas dans les CPDPN. Mais je pense que aujourd'hui, le vrai apport de ce papier, c'est de dire, ben oui, les séquelles se limitent principalement au neurosensoriel. Je pense que c'est ça. Donc oui, vous avez envie de faire quelques cas cliniques encore? Allez, on y va. Mettre en pratique ce qu'on vient de dire. Donc, je vous ai préparé des cas de fétopathie SMV, et puis à la fin, il y a quelques cas de toxoplasmose. Donc là, on a une patiente, on la voit à 23 semaines. Vous voyez que le PC est dans les normes. Donc là, vous avez des coupes échographiques. C'était pour vous montrer une hépatosplénomégalie qui a été transitoire. Vous voyez aussi également une ascite modérée, vous voyez ici. Il y avait également un gros placenta et des reins hyperéchogènes. Voilà ce dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez que l'échogénicité rénale n'est pas normale. Ce sont des signes transitoires. Alors, un cas de 20 semaines et 4 jours. Elle a un PC au 96e percentile quand vous commencez à la suivre. Qu'est-ce que vous pensez? Donc, à gauche, elle est adressée pour un intestin hyperéchogène. Qu'est-ce que vous pensez de l'image de droite? Est-ce que vous retenez une anomalie? Effectivement, un halo hyperéchogène. Et donc là, vous l'aviez vu à 20 semaines et 4 jours. Son PC, je vous ai dit, était au 96e percentile. Vous la revoyez à 24 plus 2 semaines. Et vous voyez que son PC est maintenant au 51e percentile. Donc on a un changement de percentile. Donc c'était simplement pour attirer votre attention sur l'importance du suivi. Et dans quelques cas, même si on a un PC au 50e percentile, son évolution suggère qu'on a une lésion cérébrale clastique. Donc toujours se méfier, bien regarder l'évolution des courbes. Oui, même opérateur, même machine. Vous avez bien raison de souligner cette différence parce qu'on voit de plus en plus, quand les contrôles sont faits par plusieurs personnes, du fait de la variabilité interobservateur, on a des modifications, d'où l'intérêt, quand on a des signes comme ça, de dire, bon, bah, on va revoir avec la même personne pour, en effet, suivre la dynamique de croissance. Alors, un autre cas de fétopathie SMV, on est à 32 semaines, PC normal, DTC normal. Je pense que je vous l'ai déjà montré, celui-ci. Vous voyez les kystes en avant des cornes temporales, en arrière des cornes occipitales, dans les zones germinatives, et vous voyez qu'on les voyait moins bien à l'IRM. Vous voyez qu'elle avait un très bon un PC qui suivait sa courbe. Voilà des exemples d'images d'IRM. En haut, on a l'axial, et ici du coronal et du sagittal. Les structures de la fosse cérébrale postérieure étaient normales. On devine les kystes, la substance blanche un peu hétérogène. Et je vous montre ici l'IRM postnatal à 10 mois. C'est un enfant un nourrisson qui a un développement psychomoteur normal et une audition pour le moment normale. Vous voyez, on a une substance blanche qui est un petit peu en hypersignal. Et vous voyez les kystes en postnatal. Donc, ce cas-là, c'était pour vous montrer des calcifications qui apparaissent ici, et vous voyez qu'à l'IRM, on les voit beaucoup moins bien. À l'IRM, on voyait les kystes, une substance blanche un peu en hypersignal, un kyste ici. On ne voit pas les calcifications, donc l'importance de l'échographie, vous l'avez compris. Voilà l'IRM postnatal, vous voyez un kyste en avant de la corne temporale, des hypersignaux de la substance blanche qui ne sont pas de même localisation qu'en anténatal. Ici, dans les centres semi-ovales, la substance blanche est trop blanche. Ici, en région frontale. Et voilà au scanner les petites calcifications qu'on peut voir. Même sur l'IRM postnatal, on ne les voit pas toujours. C'est des calcifications très fines
Donc bon, là, il y avait eu un scanner fait pour peut-être une autre raison. Et on voyait des microcalcifications. Un autre cas, une patiente suivie pour un intestin hyperéchogène. Le bilan avait été fait, y compris la recherche de CMV, était négatif. Et là, vous la voyez à 28 semaines parce qu'on vous dit, est-ce que tu ne peux pas quand même rechercher une polymicrogyrie? Elle avait un intestin hyperéchogène, on ne sait pas très bien pourquoi. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces images d'échographie? Est-ce que vous vous orientez vers une cause particulière à cet intestin hyperéchogène ou pas? Oui, il y a un halo hyperéchogène, très bien. Je vous mets ici des coupes parasagittales, vous voyez encore mieux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La vallée sylvienne était, oui, à 28 semaines, elle est normale. Voilà ici le recouvrement. Ici, on a un kyste en arrière de la corne occipitale. Le PC était normal, j'ai oublié de vous le dire. Et juste pour l'anecdote, donc lorsqu'on a vu les signes de l'échographie cérébrale, ils ont dit ça oriente vraiment vers un CMV et l'analyse a été refaite et elle était secondairement positive, donc c'était un cas exceptionnel de faux négatif initialement. De sérologie. De sérologie. Ouais. Ça c'est l'ETF, donc écho-transfontanellaire et l'IRM postnatal de ce fœtus. Et vous pouvez voir des calcifications ici, toutes fines, ici. Et sur l'IRM, on a peut-être un petit kyste ici en postérieur, pas grand-chose. Vous voyez que la giration est normale. Et cet enfant, il a une surdité droite et il est surveillé pour s'assurer de l'absence de... Parce qu'on a toujours un risque de bilatéralisation possible. Et voilà, pour le suivi ORL. Un cas que tu connais bien, je pense, Mona, c'est une patiente qui avait cette atteinte-là, un cerveau normal. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, on est sur une coupe abdominale. Dilatation digestive? C'est tout? Pardon? J'ai entendu péritonite, je crois, c'est ça. Oui. Oui, exactement. Donc il y a un épanchement intrapéritonéal très hétérogène, une sorte de magma là. Et puis au milieu, on a une anse digestive. Elle est un peu échogène, vous êtes d'accord? C'est sur une péritonite méconiale. Je vous montre ici l'IRM qui avait été fait à ce moment-là. Vous voyez très bien que c'est un épanchement, ce n'est pas une dilatation. Au centre, vous avez une anse pathologique. Ici, c'est une IRM en T2, donc vous voyez le liquide. Ici, c'est une IRM en T1, vous voyez que c'est en hypersignal T1, comme le méconium. Une péritonite enquistée? Une péritonite méconiale enquistée. Oui, enfin cloisonnée. Ouais. Pas évidente. Et est-ce que la rate, on est au niveau de la rate là-haut? On a le foie de ce côté. Non, on n'a pas la rate sur la les coupe images. axiale. Sur la coupe axiale en bas à droite, est-ce que au-dessus, en haut? Oui, ça c'est quoi la rate? J'aurais dit un boudrin, mais je me souviens pas. Ouais. C'est possible qu'il y avait une hépatosplénomégalie associée. Le cerveau était normal. Dans le bilan, est-ce que vous faites le CMV? Oui, dans les hyperéchogénicités intestinales, même si on fait toujours une recherche de CMV. Vous voyez ici les coupes IRM en coronale. Vous voyez ici, vous devinez le foie et l'épanchement, les anses qui baignent dans cet épanchement complètement hétérogène. Et ça, c'est l'évolution. On est à 30 plus 4 semaines. Vous voyez une sorte de dépôt hétérogène, des calcifications, un épanchement qui s'est majoré. Elle avait un gros PA et une cardiomégalie. Donc ça, c'est les deux images au cours de l'évolution. Et il s'agissait bien d'un CMV qui a été confirmé avec une présentation assez inhabituelle. Je vous rappelle, le cerveau était normal, mais voilà, ça existe. C'est une forme de péritonite méconiale à CMV, probablement avec une vasculopathie digestive, une forme très impressionnante. Il est décédé.
Il a été interrompu. C'est un couple qui a longtemps hésité, puisqu'on a découvert ces images au milieu du 2e trimestre, qu'on a beaucoup tourné autour, et finalement le CMV, honnêtement, on n'y croyait pas. On s'était dit qu'avoir des signes digestifs aussi importants en n'ayant pas de signes cérébraux, c'était troublant. Le problème, c'est qu'on a confirmé dans le liquide amniotique le CMV. Les images étaient de plus en plus impressionnantes et le pronostic fonctionnel digestif n'était pas terrible parce qu'il y avait beaucoup d'anses digestives prises dans cette péritonite. On avait le CMV plus le pronostic digestif. On était, même si le cerveau était normal, on avait un peu de mal à être très rassurant avec ce couple sur le pronostic et digestif et de séquelles neurosensorielles du CMV. Et au final, à 34 semaines, le couple était formel. Ils nous ont dit on peut plus, il faut arrêter. Donc on a beaucoup réfléchi et on s'est dit comment est-ce qu'on peut refuser une telle demande, et la grossesse a été interrompue, je me souviens, à 35 semaines. Et c'est un cas assez troublant, je vous l'avoue, parce que des signes digestifs comme ça, aussi sévères, en lien avec le CMV seul, on n'en avait pas trop vu, sans atteinte cérébrale. Mais bon, c'est un cas, en effet, ce qui est terrible, c'est qu'ils n'ont pas accepté l'autopsie. Donc on n'a pas pu voir s'il y avait des signes infra-cliniques un peu ailleurs pour voir. Mais clairement, c'était infectieux. On avait quand même une rate qu'on voyait bien, une hépatosplénomégalie. Mais voilà, donc interruption à 35 semaines sans autopsie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on avait des millions de réplications de virus dans le liquide amniotique, donc c'était du CMV avéré. Alors on va un cas de toxo où sinon je vous les commente rapidement. Ça c'est une patiente qui avait un PC normal, un intestin hyperéchogène, et en fait il y avait des lésions très particulières intraparenchymateuses. On se demandait même dans quelle localisation elles étaient. Vous voyez des images d'addition non vascularisées, donc c'était pas des lésions tumorales, très tuméfiantes. Voilà les images à l'IRM. Vous voyez, on a l'impression qu'il y a quand même une part de destruction du parenchyme, et c'était en hypersignal T1. Et en fait, il s'agissait de lésions de destruction et d'hémorragie sur une thrombopénie liée au CMV. C'est un aspect très particulier. Le DTC était normal et le CMV a été confirmé. Là, c'était une publication de 2004 pour vous montrer qu'on voyait une hyperéchogénicité des zones germinatives avec des microkystes qui ne sont pas visibles sur l'IRM. Elle était adressée pour une ventriculomégalie à 13 mm. Vous voyez que si on ne fait pas une échographie très précise, on peut partir sur une ventriculomégalie isolée, ne pas faire le bilan correctement, parce que si on se précipite sur une IRM sans avoir fait une bonne échographie, on passera à côté de ce signe. Et là, je vous montre un cas avec une gération anormale. Vous voyez une vallée sylvienne complètement ouverte. On est à 35 semaines par rapport aux autres vallées sylviennes que je vous ai montrées. Le cortex est tout festonné. Il s'agit d'une polymicrogyrie. Et voilà l'IRM postnatal. Vous voyez pourquoi on les confond avec des lysencéphalies. On a l'impression que c'est déplissé. Il s'agit bien de sillons trop nombreux et trop peu profonds. Et vous voyez qu'ici, dans ce cas-là, il y avait aussi une anomalie de foliation du cervelet, qui est aussi une lésion classique du cervelet liée au CMV. Voilà des cas de vasculopathie, kyste des zones germinatives. Vous voyez que la supériorité de l'écho par rapport à l'IRM sur les signes de vascularité. La toxoplasmose, rapidement, j'ai 3 petits cas. Pour vous dire, ici c'était un PC normal, intestin hyperéchogène. On voyait des nodules hyperéchogènes en tache de bougie, périventriculaire, une polymicrogyrie, ici par exemple, une ventriculomégalie minime. Voilà l'IRM, on retrouve des hypersignaux intraparenchymateux nodulaires,
Ici, on peut se demander les zones germinatives si elles ne sont pas un peu grosses. Et puis, la polymicrogyrie que vous voyez ici sur les images correspondantes, coronale à l'échographie et en axiale, la polymicrogyrie. La polymicrogyrie, c'est un peu plus rare dans la toxoplasmose que dans le CMV. Donc là, c'est un exemple que je vous montre. Ici, on voulait vous dire voilà, qu'il y avait des lésions, un amincissement parenchymateux qui est visible plutôt en postérieur. Ici, on est sur une coupe parasagittale. On voit des calcifications et puis voilà l'IRM. Vous voyez, le parenchyme, il est trop fin. Il y a des lésions clastiques. Là, on a l'impression presque des fentes. Des lésions parasagittales. Ici, on voyait le cortex est complètement anormal. Ici aussi, ça saute aux yeux. Des petites lésions nodulaires intraparenchymateuses. Et voilà l'IRM postnatal. Vous voyez vraiment une destruction parenchymateuse assez impressionnante. Et je terminerai sur ce cas avec des nodules hyperéchogènes et calcifications en taches de bougie qui sont différentes de celles du CMV qu'on vous a montré juste avant. Juste pour vous dire que si vous avez ces lésions isolées, ça augmente le risque de séquelles ophtalmo. Et c'est des patients qui vont avoir un suivi à vie, contrairement au CMV où on parle des 7 premières années de vie, mais ça n'augmente pas le risque de déficit intellectuel. Voilà des exemples d'hyperéchogénicité en taches de bougie. Vous voyez aussi la nécrose, la liquéfaction autour. Et voilà l'IRM avec ces petits nodules intraparenchymateux, très en hypersignal. Et vous voyez là un cortex qui était en plus complètement pathologique avec une polymicrogyrie. Je vous l'ai dit, c'est rare dans la toxoplasmose. Il peut aussi y avoir des infections conjointes CMV toxo dans le rare cas. Voilà ici, vous voyez un aspect tout festonné. Je vous remercie. Merci beaucoup Sarah pour ce topo assez exhaustif avec de très 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 belles images et une belle sémiologie de l'image. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous pouvez vous approcher ou mettez-vous derrière le micro? Merci beaucoup pour ce topo. Je voulais juste avoir une question et une remarque. Je vais commencer par la question. Vous nous avez montré des lésions à herpès. Je voulais savoir si c'était, quel que soit le terme de la grossesse, on pouvait avoir ce genre de lésion cérébrale ou pas. Parce que vous avez parlé de l'herpès, mais ce n'était pas très précis, T1, T2 ou T3. Et juste une remarque. Vous nous avez montré des lésions à syphilis. J'en ai jamais vu de ma vie et je pense que la moitié de la salle dira pareil. Pourtant, on continue à faire des sérologies de syphilis tout à chaque femme, mais on ne fait pas de sérologie de CMV en début de grossesse. C'est un peu triste. C'est remboursé la syphilis, mais pas le CMV. On ne comprend pas trop la logique des choses. Bon. La CMV reste la première infection materno-fétale. La syphilis, on n'en voit pas du tout, quasiment pas. C'est un peu bizarre quand même. C'est tout. Merci. Je vais répondre pour peut-être le cas de l'herpès parce qu'il me semble que c'est un cas exceptionnelissime qu'on avait vu. C'était une infection, me semble-t-il, au premier trimestre, une patiente qui n'avait pas été traitée. Alors, je pense aujourd'hui que, vous savez, quand les patientes ont une infection à l'herpès, on les traite. Hein. Cette patiente n'avait pas été traitée et on avait des lésions assez impressionnantes, avec même au niveau de la peau des lambeaux. Donc, c'est des infections précoces, très sévères, exceptionnellissimes. D'accord? Donc, très souvent, ces infections passent inaperçues, mais je pense que c'est quand même important quand les patientes ont des poussées ou surtout des primo-infections, de les traiter pour diminuer le risque de transmission materno-fétale. J'ai pas le souvenir d'avoir ni lu ni vu des risques de séquelles sur des infections tardives. Pour répondre à la deuxième question, pour le CMV, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, vous savez, on est en débat pour voir pourquoi on ne propose pas un dépistage systématique du CMV. C'est un long débat au niveau national. Peut-être que les choses changeront. Jusqu'à maintenant, on nous disait pourquoi dépister si on n'a pas un traitement à proposer. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un traitement qui existe, c'est le valacyclovir à forte dose.
Certains dénoncent ces effets potentiels, ces effets secondaires potentiellement graves avec les risques d'insuffisance rénale. J'ai envie de dire aujourd'hui, il n'y a pas de consensus national. Je ne désespère pas qu'on y arrive, mais pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui dépistent. Du moment que je pense qu'il y a un rationnel. Si vous voulez dépister le CMV, il faut être logique. Les infections qui sont les plus pourvoyeuses de séquelles, c'est les infections du premier trimestre, précoces. Et aujourd'hui, dépister pour ne pas proposer un traitement, je ne suis pas certaine que ça soit quelque chose de logique. On peut presque nous le reprocher. Donc, l'idée, si on doit dépister chez des patientes à risque, c'est dépister au premier trimestre pour pouvoir proposer un traitement. Mais ce ne sont pas les recommandations. Donc, on peut faire quelque chose qui est en dehors des recommandations, mais à condition que ce qu'on fait soit logique. Donc, si vous voulez dépister des patientes à risque, ok, mais faites-le tôt dans la grossesse pour pouvoir leur proposer un traitement. Si vous le faites tardivement, comme de temps à autre, on nous adresse des patientes chez qui, je ne sais pour quelle raison, on a fait une sérologie à 25 semaines, honnêtement, à part nous mettre dans l'embarras, sérothèque, etc., et court après les sérums pour essayer de dater cette infection, et quoi qu'il en soit, nous ne pourrons que observer ce qui se passe. Nous n'aurons plus d'action. Parce qu'aujourd'hui, l'idée, quand on dépiste très tôt, c'est on propose un traitement à la patiente, on lui explique les risques, elle prend le traitement le plus tôt possible pendant 7 semaines, on fait une amniosynthèse au bout de 7-8 semaines. Si la PCR est négative sur le liquide amniotique, voilà, on rassure la patiente et c'est terminé. D'accord? Parce que bien sûr qu'il peut y avoir une réinfection secondaire, mais une réinfection après le premier trimestre et après le début du deuxième trimestre va avoir un risque de séquelles extrêmement faible. Donc on a sorti la patiente des risques de transmission materno-fétale sévère avec les signes que nous voyons. Donc voilà le rationnel, mais aujourd'hui, je suis d'accord avec vous, en France, on n'a pas statué pour le dépistage systématique. En pratique, vous avez une sérologie préconceptionnelle négative et elle se positive en début de grossesse, ou vous demandez systématiquement à toute patiente une sérologie CMV en début de grossesse très précocement? Parce que souvent ils répondent les IgG, on n'a pas forcément les IgM. Vous vous fixez sur quoi en fait? En fait, l'idée c'est, si on doit demander une sérologie au premier trimestre, il faut demander les IgG et les IgM. Pourquoi? Pour pouvoir faire un test d'avidité en fait. D'accord? Il faut comprendre qu'on peut avoir des réactions croisées, qu'après on peut suivre le taux d'évolution des anticorps, mais si on a une avidité, il faut pouvoir répondre. C'est pour ça qu'il faut le faire tôt, pour qu'on ait une avidité qui nous dise plus de 3 mois, moins de 3 mois. Est-ce que c'est au premier trimestre ou est-ce que c'est avant la grossesse? Une fois qu'on a ça, on peut surveiller tranquillement l'évolution par la suite. Merci. Pas d'autres questions? Eh bien, merci beaucoup d'être venu et merci de votre participation.